Quelle formation choisir après le bac? Cette question, ils sont des centaines de milliers à se la poser. Alors les futurs étudiants évidemment, mais les parents aussi. Eh bien aujourd'hui, on s'intéresse au parcours d'ingénieur. Bonjour Johan Lust. Bonjour Michel Picard. Directeur à Lille de l'ICAM, l'Institut catholique des arts et métiers. D'abord, qu'est-ce que c'est un ingénieur? Un ingénieur, c'est une personne qui dispose d'un bagage scientifique, d'un bagage technique, mais aussi d'un gros bagage humain pour pouvoir travailler dans l'économie, dans l'industrie ou bien dans la société d'une manière très globale. Homme, femme, où est-ce qu'on en est dans la parité? Alors femmes et hommes, bien sûr. L'année dernière, en septembre 2025, ce sont 40% de jeunes filles qui nous ont rejoints sur le parcours avec la prépa scientifique, la classe préparatoire grandes écoles. Donc ça, c'est un beau succès et qu'on espère bien pouvoir confirmer en septembre 2026. Quels sont les prérequis finalement pour devenir ingénieur? Alors bien sûr un bagage scientifique, c'est-à-dire en fait au lycée, avoir fait des spécialités en physique-chimie, mais aussi en maths. Et puis aussi une grosse motivation à se projeter dans des études longues, quand même 5 ans. C'est assez engageant, mais aussi en confiance avec des écoles où justement on peut les accompagner à grandir et acquérir ces différents bagages scientifiques et humains. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, Johan Lust, c'est parce qu'il y a une nouveauté à la rentrée à l'ICAM. Une nouveauté, c'est un coup de pouce financier pour le moins aux élèves de milieu modeste, avec par exemple la gratuité pour les étudiants boursiers des échelons les plus élevés. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, les boursiers d'échelon 6 et 7, à partir de la rentrée prochaine, eh bien, la gratuité de la scolarité s'installe dans le paysage. C'est quelque chose vraiment de nouveau pour l'ICAM, pour l'ensemble des 7 campus en France. C'est pas seulement à Lille, hein? Non, pas du tout. En France, l'ICAM est représenté par 7 campus, 5000 étudiants, et nous accueillons chaque année 1000 nouveaux étudiants. Et donc pour ces 1000 nouveaux étudiants, mais aussi ceux qui sont actuellement dans nos écoles, eh bien, vont pouvoir bénéficier pour les échelons 6 et 7 eh bien, de cette gratuité. Donc c'est vraiment un très gros effort que nous faisons à partir de cette rentrée. Ça correspond à quelle somme? Alors pour à la fois l'école et aussi la Fondation Ferron-Vros, qui est la fondation qui accompagne l'ICAM, c'est un effort annuel d'1 million d'euros. Donc ça n'est pas neutre. C'est significatif, mais aussi, c'est aussi très engageant par rapport au projet que nous avons pour l'ICAM et surtout pour ces jeunes talents que nous voulons accompagner. Mais quel est l'intérêt de la Fondation Ferron-Vros justement eh bien de permettre ce genre de dispositif? Alors la Fondation Ferron-Vros en fait porte le projet pédagogique de l'ICAM, c'est-à-dire eh bien, est à nos côtés pour pouvoir accompagner les potentiels, les jeunes talents qui ont cette intuition de vouloir devenir ingénieur et ingénieur ICAM. Et c'est justement de faciliter cet accès aux études sans que la question pécuniaire prenne le pas en fait sur la décision du projet. Alors c'est bien sûr compliqué, clairement du côté des familles. Depuis longtemps, la Fondation accompagne au travers de financements, au travers de prêts indexés. Mais là, c'est vraiment d'un autre ordre puisque cette fois-ci, on parle vraiment de gratuité de la scolarité. Et on parle donc de gratuité pour certains élèves, donc ingénieurs à l'ICAM qui vont faire leur rentrée, un coup de pouce permis, donc vous l'avez dit, par la Fondation Ferron-Vros. Alors, dites-moi si je me trompe, mais la fourchette de prix d'une école d'ingénieur en France, on est entre 5 000 et 10 000 euros. Alors, l'ordre de grandeur est le bon, Michel, puisqu'on parle de 4 500 euros en fait pour le cycle préparatoire, donc la prépa scientifique, ou encore la prépa professionnalisante, que nous faisons avec un partenaire ici à Lille qui est le lycée Ozanam, dans nos locaux, dans notre campus de la rue Aubert à Lille. Et ensuite, sur le cycle ingénieur, les 3 années de cycle ingénieur, on parle de 9 700 euros, donc qui est la scolarité que nous annonçons pour la rentrée de septembre 2026. Comment est-ce que les non-boursiers, par exemple, le font-ils pour régler les parents, des petits boulots, des emprunts? Alors effectivement, des emprunts bancaires également, puisque les banques aujourd'hui sont plutôt bien positionnées pour pouvoir faire des offres justement avec des intérêts bas. Les petits boulots, bien sûr. Alors ça peut être parfois compliqué lorsqu'on fait des études supérieures engageantes. Et puis, pour certains parcours également, et en fonction du projet, il y a aussi l'alternance qui permet sur les 3 dernières années justement de formation d'ingénieur, eh bien, d'avoir une prise en charge cette fois-ci de l'entreprise. Quelles sont les voies d'accès pour devenir ingénieur? La prépa, les écoles post-bac, le BUT, la fac, comment on entre? Alors principalement 3 parcours. Post-bac. Vraiment, la logique de l'ICAM, c'est de recruter des jeunes qui, à l'issue du bac, veulent s'orienter justement sur ce type d'études. Il y a 3 parcours. La prépa scientifique, souvent connue comme la classe préparatoire grandes écoles. La prépa professionnalisante, qui est un BTS CRSA.
Et puis également le bachelor international, qui est encore une autre pédagogie, une pédagogie par le projet, que nous avons appelé pendant longtemps un parcours dit ouvert. C'est une pédagogie inversée. Il y a très peu de cours en face à face, c'est du travail en équipe, dans de la résolution de problèmes, et les savoirs et savoir-faire sont tirés par ces projets qui sont accomplis entre étudiants. Là, vous parlez de l'ICAM, mais c'est aussi à peu près le portrait des écoles d'ingénieurs en France, ce que vous venez de décrire. Alors, pas forcément, puisqu'il y a certaines écoles qui vont recruter plutôt à Bac+2, après des concours, sur des logiques plus, je dirais, de résultats académiques. Alors, pour nous, c'est aussi important, les résultats académiques, mais ce que nous recherchons, justement, dans le recrutement, ce sont des personnes, un potentiel, une motivation, une adhésion à notre projet, et c'est ce que nous faisons, justement, en post-bac. Et justement, alors, dans ce recrutement, je disais tout à l'heure, Parcoursup, du côté des élèves, en tout cas des futurs étudiants, c'est clos, c'est fermé, mais pas de votre côté à vous, vous en êtes où ? Ah non, effectivement. Alors, le week-end de Pâques était un week-end intense pour nous. Alors, bien sûr, il y avait les festivités, mais nous avons aussi travaillé pour pouvoir étudier les dossiers. Ce que nous faisons, c'est que nous recevons via la plateforme Parcoursup, puisque c'est vraiment l'outil au travers duquel toutes les écoles passent, et l'ICAM, c'est le cas également, pour recevoir les vœux et les sous-vœux des étudiants. Et nous avons leur motivation, leur dossier académique sous les yeux pour pouvoir non pas retenir nécessairement les meilleurs, c'est pas notre logique, c'est plutôt de se dire, voilà, là on a peut-être un étudiant qui n'a pas les bonnes spécialités ou qui est vraiment pas du tout dans les clous et qu'on risque d'envoyer au casse-pipe en venant dans notre école, mais à l'inverse, un jeune qui a un minimum, qui a une motivation forte, on veut surtout le rencontrer en entretien, parce que c'est sur cette base-là que nous recrutons. C'est véritablement la rencontre, choisir, être choisi, qui prime sur le choix mutuel pour rejoindre l'ICAM. La moitié des écoles d'ingénieurs sont accessibles après le bac. Près d'un tiers des étudiants et étudiantes ingénieurs en France sont recrutés d'ailleurs directement après le bac. On compte à peu près 200 écoles d'ingénieurs dans le pays, 70% publics, 30% privés. Les chiffres vous paraissent corrects ? Oui, tout à fait. Voilà. Qu'est-ce qui différencie ? Là, vous êtes le directeur de l'ICAM à Lille, l'Institut catholique des arts et métiers, qui n'a rien à voir avec le campus arts et métiers, l'ENSAM, qui lui est public. Qu'est-ce qui vous différencie ? Quelle relation vous entretenez ? Alors, on a quand même des points communs, pour commencer. Tradition arts et métiers, c'est une tradition vraiment de formation au concret. Ce sont des écoles où on trouve encore des ateliers, des laboratoires, des Fab Labs. C'est-à-dire que nos étudiants réalisent vraiment, fabriquent à la main, y compris. C'est une expérience importante. Ce qui va peut-être nous différencier, c'est déjà, nous, notre accompagnement sur 5 ans. Ils nous rejoignent dès la sortie du bac et vivent quelque chose d'intense dans leur promotion. Mais aussi toute cette pédagogie particulière qui est centrée sur l'humain, c'est-à-dire en fait tout l'accompagnement. On ne parle pas de coaching chez nous, on parle vraiment dès la première année de relire, de faire des pas de côté avec eux, d'expérimenter, de relire, discerner. Et c'est toute cette pédagogie qui nous vient des jésuites qui ont accompagné Philibert Vraud et Camille Ferrand-Vraud dès l'origine, en 1898, pour pouvoir former justement des étudiants chez nous. Donc cette pédagogie ignatienne, cette pédagogie de l'accompagnement, en expérimentant, relisant et discernant, c'est pour le coup significatif de ce qu'est l'ICAM au regard d'autres écoles. Dans 20 ans, il n'y aura plus de différence entre une école de commerce et une école d'ingénieurs. Ça, ce sont les mots du patron de l'ESCP, la plus ancienne école de commerce française qui est toujours en activité. Est-ce que les grandes écoles d'ingénieurs et de management vont disparaître au profit de nouvelles écoles hybrides ? Je l'ai lu cet article, je comprends certains des messages qui sont passés, je ne suis pas complètement en accord. On a de toute manière, de manière très claire, un déficit d'ingénieurs sur le territoire français. Donc il y a vraiment, pour nos industries, nécessité d'un bagage technique et pas uniquement managérial ou business pour pouvoir développer notre économie. Et ça, pour le coup, ça reste quand même différenciant des écoles d'ingénieurs. Donc pouvoir, sur le plan scientifique et technique, être capable de porter des projets pour notre économie, pour nos industries. Et puis ici, dans la région des Hauts-de-France, la question de la réindustrialisation est quand même un sujet fort et dans lequel l'ICAM s'inscrit également. Vous dites, on est encore en manque d'ingénieurs aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Comment on sait évaluer justement les besoins d'ingénieurs ? Alors, comment c'est évalué au niveau de l'INSEE, au travers de ce que les entreprises justement remontent. Et on sait d'ailleurs qu'avec la baisse démographique, ça va mettre fortement en tension justement les velléités de réindustrialisation en France. Donc c'est vraiment une grosse question. Comment nous allons accompagner justement le besoin des entreprises ?
mais aussi, quand je dis les entreprises, c'est aussi de la société d'une manière générale. Et nous nous y attelons, en particulier en internationalisant davantage nos campus. On va y revenir à l'international, mais par exemple, celles et ceux qui s'interrogent sur les métiers de l'IA de demain, de quelle manière est-ce que vous avez pris ce virage ou non ? Alors l'IA, en fait, c'est plutôt le terme à la mode qu'on entend depuis 3 ans. La réalité, c'est que tout ce qui touche à l'automatisation ou encore à de l'apprentissage automatisé, justement, d'images ou la lecture des données, le big data, on en parlait il y a une dizaine d'années, est déjà dans nos parcours depuis longtemps. L'IA, c'est surtout la dimension, je dirais, générative que l'on connaît avec ChatGPT depuis 3 ans. Ce que je veux juste dire, c'est que l'IA, telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est depuis longtemps dans nos parcours. Donc, nous nous sommes adaptés depuis 10 ans, voire même 20 ans, sur pas mal de sujets. Et bien sûr, sur ce qu'il y a de plus récent, eh bien, nous continuons sur des modèles de langage, eh bien, de former nos étudiants pour qu'ils puissent non pas coder, c'est pas une école de codage, l'ICAM, mais plutôt accompagner les projets. Comprendre quels sont les besoins et comment l'IA peut répondre justement aux enjeux dans les milieux dans lesquels ils vont travailler. Quel taux d'emploi à la sortie de l'ICAM ? Alors, le taux d'emploi, en fait, il est, je dirais, quasiment de 100% quand on regarde à 1 an ou 2 ans. On a des étudiants qui vont avoir besoin parfois de faire des césures à l'issue, justement, de la diplomation. Mais en gros, ce que je veux juste dire, c'est que l'insertion dans le monde professionnel est d'un niveau excellent pour une école comme l'ICAM, du fait de cette pédagogie du concret. Et puis, je vous le disais, parce qu'on manque tout simplement d'ingénieurs, donc il y a beaucoup d'emplois sur le marché. La question, elle est davantage la capacité à se déplacer, aller y compris dans les terroirs. Quand je dis les terroirs, je pense en particulier à toute l'industrie agroalimentaire qui a parfois des difficultés à attirer sur ces territoires. Mais voilà, en gros, pour répondre à votre question, l'insertion est excellente pour nos écoles. Et comment vous alliez l'appel du terroir, comme vous dites, et puis l'appel à l'international que vous semblez concilier à l'ICAM ? Alors, ce qui est important, c'est surtout d'accompagner nos jeunes pour discerner. C'est-à-dire qu'on ne va pas les orienter, on leur donne les clés, on les accompagne pour pouvoir, dans les différents projets qu'ils mènent, eh bien, comprendre ce qu'ils vivent, mais aussi comprendre ce que ça dit d'eux, qu'est-ce qui est authentique pour eux et comment ça les construit. Dit autrement, certains vont se retrouver plutôt dans l'exploitation agricole de leur famille, peut-être du côté du machinisme ou du côté de comment utiliser la data pour pouvoir utiliser moins de pesticides sur les cultures. Et à l'inverse, on a certaines personnes qui vont aller à l'international, porter des entreprises françaises, développer leur activité industrielle, particulièrement à l'international. Et ça dépend vraiment beaucoup de l'appel, ou en tout cas du projet que chacun porte. Et notre attention, elle est vraiment de cet ordre-là. C'est comment accompagner chacun dans un projet qui lui est vraiment authentique, original. Et répondre à l'appel. Joanne Léost, vous avez répondu à laquelle vous êtes un ICAM de Nantes, hein, oui, je crois, tout à fait. Si mes infos sont bonnes. Brest à l'origine, Nantes, puis Tchad, Brésil, la Picardie. Comment est-ce que vous avez finalement unifier votre parcours? Géographiquement, c'est pas très linéaire. Quelles invitations, quel vent, quelle ligne directrice est-ce que vous avez suivi? Alors, plusieurs choses. Déjà, lorsqu'on fait l'ICAM, c'est une école généraliste. Donc, c'est une école qui prépare véritablement à passer d'une industrie à l'autre pour peu que l'on soit curieux, et ce qui est plutôt mon cas, c'est-à-dire de ne pas se limiter à un domaine d'activité particulier. L'autre dimension, et ce qu'on apprend beaucoup à l'ICAM, c'est entreprendre. Vivre l'aventure, aller se confronter à des choses qui sont très différentes, sortir de sa zone de confort. Et ça, je l'ai appris très vite au travers de ma scolarité à l'ICAM, de mon parcours de 5 ans à l'ICAM de Nantes, mais aussi de mon premier choix en quittant l'ICAM, qui était de devenir volontaire pour 2 ans au Tchad. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Lorsqu'on fait ce type de choix, c'est s'éloigner de sa famille, et justement de sa zone de confort, et de porter des projets d'école, de construction d'école, en particulier pour le diocèse de N'Djamena. Donc c'était mon premier projet professionnel, on va dire, ou en tout cas d'engagement également, et qui m'a profondément marqué, et qui a continué de m'accompagner ensuite au travers des différentes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, pour cette dimension en particulier interculturelle. Mais de ce que vous en dites, qu'est-ce qu'apporte finalement l'expatriation ou la migration, l'exil, pas le voyage, hein, mais l'expérience justement dans une nouvelle culture, un nouveau pays? C'est aller vers les autres, c'est
en capacité de travailler avec les autres, de créer des ponts. Donc j'ai toujours travaillé pour des entreprises françaises en allant à l'étranger. C'est être capable de porter au travers de l'activité industrielle, de porter des messages et travailler ensemble. Le travail ensemble, pour le coup, est véritablement un marqueur profond pour moi. Et c'est ce qui m'a toujours porté dans ces différentes expatriations et vécu je suis allé dans à peu près une trentaine de pays dans le monde pour le monde professionnel. Quelle terre vous avez gardé sous les sandales qui font que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui ? Alors, très certainement celle du Tchad en premier lieu, puisque 2 ans au Tchad, c'est profondément marquant. J'ai une autre attache forte également pour le Brésil, j'y ai vécu 3 ans. Et puis j'ai une attache aussi avec la Bolivie, d'où vient mon fils. Donc voilà, c'est trois terres marquantes pour moi dans mon parcours. On va revenir à l'ICAM dans une seconde, mais certains ne comprennent pas l'intérêt de répondre à l'appel du départ, de partir, alors que d'autres ne comprennent pas comment on peut rester. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui s'interrogent ? Je pense surtout d'avoir une réflexion sur soi-même. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de réponse toute faite. C'est-à-dire que en fonction justement de l'appel qu'on peut ressentir, ce sur quoi on se trouve aligné, eh bien, c'est de pouvoir suivre, pas cette intuition, mais en tout cas s'accompagner de ce travail de discernement pour pouvoir faire des choix, justement, de pouvoir décider. Moi, il se trouve que c'est vraiment cet appel-là que j'ai ressenti, que je ressens encore aujourd'hui très fortement, et que je continue de ressentir, en particulier sur la dimension interculturelle, dans nos campus qui deviennent justement internationaux. Et autant vous avez dit que vous aviez quitté votre zone de confort à l'époque, là, vous l'avez retrouvée, votre zone de confort, vous êtes revenu à la maison. Alors, oui et non. Alors, pour le coup, lorsqu'on vient de l'industrie et que l'on arrive dans l'enseignement supérieur, c'est quand même un environnement très différent, mais par contre très ancré dans un territoire. Il se trouve que le territoire des Hauts-de-France, pour le coup, je le connais depuis 30 ans au travers des différentes entreprises pour lesquelles j'ai travaillé. Donc, en cela, effectivement, je suis plutôt dans ma zone de confort. Mais lorsqu'on travaille avec 1350 jeunes sur le campus qui nous boostent et qui ont aussi des appels et des recherches de sens très forts, ça secoue. Et c'est aussi extrêmement vivifiant et énergisant pour un directeur, pour une position comme la mienne. Et alors pour en revenir et pour conclure, pour en revenir à cette nouveauté, donc à la rentrée prochaine, en faveur des élèves les plus modestes, avec la gratuité pour certains étudiants boursiers. Donc c'est peut-être trop tard pour cette année, en fait, finalement, pour ceux qui ont postulé sur Parcoursup, parce que certains ne s'y sont pas mis, alors qu'ils ne le savaient pas. Et donc, c'est aussi peut-être un appel d'air. Mais quelle est l'importance, si on prend un peu le recul, quelle est l'importance, justement, de permettre à ces étudiants de ce niveau, de cet échelon-là, d'arriver à l'ICAM Je pense que le plus important, et ce qu'il faut retenir, c'est de permettre, en fait, à des jeunes de tout parcours, de toutes origines, premièrement, de pouvoir s'orienter ou de s'imaginer ingénieur demain. Et puis, parmi ces nombreuses écoles d'ingénieurs, et vous en parliez tout à l'heure, le nombre en France, de repérer l'ICAM et ce qu'on peut leur apporter de spécifique. Un jeune qui se reconnaît justement dans notre proposition, c'est de pouvoir lui dire, écoute, en fonction justement de ta capacité, en particulier financière, on peut t'aider et on peut justement effacer certains freins et qui restent encore assez forts pour beaucoup de familles. Johan Léost, merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Merci Michel. Je rappelle que vous êtes le directeur à Lille de l'ICAM, l'Institut catholique des arts et métiers. Interview à retrouver sur rcf.fr, région Hauts-de-France.